Bonjour à tous. Je pense qu'à présent, alors que la poussière commence à retomber sur ce que Donald Trump a appelé hier la guerre de 12 jours, par opposition à une troisième guerre du Golfe, nous devrions vraiment nous demander ce que nous avons vu au cours des 2 dernières semaines. De quoi s'agissait-il exactement? Je voudrais donc faire une courte vidéo aujourd'hui, simplement pour réfléchir un peu à la signification de tout cela. Vous savez, hier, il semblait encore que la proposition de cessez-le-feu sortit de nulle part de la Maison-Blanche, après que l'Iran a envoyé des missiles sur ou au-dessus d'une base américaine au Qatar, la plus grande de la région, n'était qu'une nouvelle ruse. Je veux dire, l'accord de cessez-le-feu aurait très bien pu être une autre ruse, simplement pour, encore une fois, donner à l'Iran un sentiment de sécurité et l'inciter à s'y conformer, et arrêter de tirer sur Israël, juste avant peut-être de lancer une nouvelle attaque contre l'Iran. Car déjà, les 2 premières attaques sont venues de nulle part et ont été célébrées par les États-Unis et Israël comme une grande surprise et un grand succès, puisqu'ils ont réussi à faire croire que la diplomatie était toujours en cours, alors qu'en réalité, des attaques étaient planifiées. Et ne vous méprenez pas, cela reste une possibilité. Il est toujours possible que dans quelques jours, les attaques d'Israël et des États-Unis contre l'Iran reprennent. Cela reste envisageable. Mais, à l'heure actuelle, il semble qu'en réalité, les 3 parties impliquées dans ce conflit, dans cette guerre par procuration en fait, pour des raisons différentes, sont d'accord pour arrêter les combats pour l'instant. Et demandons-nous simplement ce que nous avons observé à cet égard au cours des 2 dernières semaines. Car j'ai reçu des messages de personnes me demandant « Écoute, est-ce que tout cela n'était que du théâtre? Est-ce que tout cela n'était qu'une mise en scène? Est-ce qu'aucun d'entre eux ne pensait réellement ce qu'il faisait? Les attaques contre les sites nucléaires, est-ce que ce n'était que du théâtre? Laissez-moi vous donner mon avis sur la question. Tout d'abord, je pense que ce que nous avons vu à la toute fin, la façon dont le cessez-le-feu a été annoncé, et l'attaque, ou plutôt la contre-attaque contre la base américaine, je pense que cette dernière partie, c'était du théâtre. Les dernières déclarations dramatiques de Téhéran et de Tel Aviv, c'était du théâtre. Et Donald Trump, qui se présente ensuite comme le grand artisan de la paix, qui annonce un accord et tout le reste, c'est du théâtre. Mais ce que nous avons vu au début, ce n'était certainement pas du théâtre. Il y a eu une tentative sérieuse et honnête, une tentative honnête et très sérieuse, de la part d'Israël et des États-Unis, de réellement opérer un changement de régime en Iran. La question des armes nucléaires, cela aussi relevait du théâtre, mais c'est un théâtre qui remonte à bien plus loin, au moins jusqu'en 2018, lorsque Donald Trump s'est retiré du JCPOA, qui à toute fin utile, fonctionnait, et dont l'efficacité était vérifiable. Donc, si l'objectif avait réellement été de limiter les capacités nucléaires iraniennes, et non simplement de faire de la figuration, alors quitter le JCPOA était absolument contre-productif, ou n'aurait pas eu lieu. Il en va de même pour les négociations dans lesquelles les États-Unis étaient engagés avec l'Iran juste avant le début des attaques. Right before the attack started, the 6th round of negotiations were supposed to happen Sunday after. La 6e série de négociations devait avoir lieu dimanche, après l'attaque d'Israël. Ces négociations auraient continué, et les États-Unis auraient empêché Israël d'attaquer l'Iran, et n'auraient certainement pas ensuite fanfaronné d'avoir collaboré avec Israël dans la planification de la frappe, en présentant cela comme un grand succès tactique. Clairement, le programme nucléaire iranien, ce n'était qu'un prétexte, une mise en scène pour masquer les véritables enjeux de cette affaire. Alors qu'en réalité, l'objectif il y a 2 semaines était de lancer une intervention militaire très rapide et très intense en Iran, et de mettre en marche tout ce qui conduirait à la chute de l'ayatollah et à la fin de la structure politique actuelle de l'Iran.
the current political structure of Iran. And we see how Nous voyons comment, du point de vue israélien, cela a en fait du sens, cette conviction. Car il y a seulement 2 ans, personne n'aurait cru qu'Israël serait capable de semer le chaos et la destruction et de commettre un génocide à Gaza. Personne n'aurait cru qu'il pourrait décapiter le Hezbollah au Liban et leur infliger des dégâts comme ils l'ont fait. Et personne n'aurait pensé qu'il serait possible que la Syrie s'effondre aussi rapidement. Ainsi, en termes de progression des objectifs de guerre israéliens et des objectifs génocidaires dans leur propre région, ils ont obtenu des succès très rapides et ont également connu un succès assez important pour obtenir non pas un soutien mondial, mais un soutien occidental, européen et américain pour leurs actions à Gaza. Donc, en un sens, je crois vraiment qu'ils pensaient sérieusement que cette chaîne de succès et de progrès, de leur point de vue, pouvait se poursuivre et être étendue à l'Iran. En plus de cela, Israël a subi beaucoup de pression dans les semaines précédant l'attaque contre l'Iran en raison de l'évolution du récit concernant Gaza et de l'attention accrue des médias, notamment avec la flottille soutenue par Greta Thunberg, qui n'a pas réussi à atteindre Gaza, mais a au moins touché un large public et sensibilisé à la situation absolument horrible à Gaza. Et tout cela, je pense, a été autant de raisons pour lesquelles Israël a décidé que le moment était venu de tenter sa chance et de lancer une attaque massive contre l'Iran. Nous avons de nombreux indices montrant que les Israéliens ont sérieusement sous-estimé la capacité de l'Iran à résister à une telle offensive. Et ils surestiment leur propre capacité à neutraliser tout ce qui pourrait revenir d'Iran. On voit comment le début de cette opération semble avoir été planifié de manière assez coordonnée avec les Américains afin d'avoir un impact maximal sur l'Iran. Frapper l'Iran sans beaucoup d'avertissement, alors que l'Iran avait baissé sa garde. On voit aussi comment ils ont immédiatement tenté de s'attaquer aux défenses aériennes de l'Iran et à ses capacités de contre-attaque. Mais malgré des succès initiaux, cela n'est pas allé aussi loin qu'Israël l'aurait souhaité. Et l'Iran a très rapidement pu mobiliser ses forces et en réalité riposter contre Israël de manière bien plus profonde que ce qui avait apparemment été anticipé. De plus, Israël a été très rapidement contraint d'imposer pratiquement un blackout médiatique afin de dissimuler les véritables dégâts causés, car c'est évidemment quelque chose qu'ils ne voulaient pas montrer. Ils voulaient maintenir cette apparence de puissance écrasante et d'indestructibilité. On voit aussi comment les Israéliens ont immédiatement eu recours à certaines de leurs tactiques de guerre favorites, à savoir attaquer les infrastructures civiles, attaquer les infrastructures médiatiques, comme le diffuseur public à Téhéran, et comment, aussitôt, le nombre de victimes du côté iranien a grimpé à des niveaux bien plus élevés, avec davantage de victimes civiles que dans l'autre sens, où l'Iran a en réalité tenté de riposter de manière proportionnée en ciblant des installations en représailles à l'attaque de ses propres installations. C'est une tactique iranienne depuis des années, afin d'inciter Israël à cesser ses bombardements de leur côté. Et l'Iran, dès le début, a déclaré que si les Israéliens arrêtaient, ils cesseraient également leur contre-attaque. Du côté iranien, on peut voir que l'objectif militaire était de forcer Israël à un moment donné à simplement cesser de tirer, ce qui s'est parfaitement intégré aux derniers jours de la guerre. Ce qui sera, espérons-le, la guerre de 12 jours et ne reprendra pas, lorsque Donald Trump a essentiellement déclaré « Maintenant, un cessez-le-feu est imposé ». Et les Iraniens ont pu dire « Vous voyez, nous l'avions dit dès le début, une fois qu'Israël arrête, nous sommes également prêts à cesser nos contre-attaques.
Donc tout cela était, je pense, une approche assez sérieuse. All of this was actually, I do think, was a quite serious approach. We can also see how Nous pouvons également constater comment, dans les médias occidentaux, tout le récit du changement de régime a été construit très rapidement, et comment sur Twitter, il y a eu un immense flot de messages pro-israéliens, peu importe ce qu'ils étaient, des bots et des tweets automatisés affirmant que la population iranienne allait se lever, se révolter, renverser son propre gouvernement s'il y avait juste un peu plus de bombardements, et alors tout serait terminé. Et nous savons que tout cela était absolument fictif, car quiconque parmi nous est en contact avec la diaspora iranienne et des collègues iraniens, même les collègues très critiques, ceux qui ne soutiennent pas le régime actuel, nous avons tous reçu immédiatement des retours via WhatsApp et nos réseaux indiquant que non, cela a été condamné par tous. Non, aucun. Aucun Iranien sain d'esprit, raisonnable, ne souhaite en réalité, à l'heure actuelle, davantage de bombardements sur son pays. Cela a eu l'effet inverse. Cela a poussé ces gens à se rallier derrière le drapeau et à dire « Regardez, c'est exactement ce que les gardiens de la Révolution nous ont toujours dit, que les Israéliens veulent nous attaquer, et maintenant, ils sont sur le point de le faire. » Et bien sûr, beaucoup de gens, les Iraniens, y compris les Iraniens anti-régime, ont vu ce qui s'est passé en Syrie. Ils voient ce qui se passe, ce qui s'est passé en Libye, ils voient ce qui se passe au Liban, et bien sûr aussi en Palestine, n'est-ce pas? Et l'assaut, le massacre de civils innocents dans tous ces pays après la chute des structures de pouvoir est immense. Aucun Iranien ne pourrait souhaiter que cela se produise, à l'exception des idéologues les plus fervents de l'autre camp, les rares personnes que l'on pouvait voir avec le drapeau du Shah, etc. Mais en général, la grande majorité des Iraniens semble en réalité s'être ralliés derrière le gouvernement iranien et s'est réjoui que les contre-attaques aient eu lieu. Or, ce n'est pas le résultat qu'Israël espérait. Et chaque jour qui passe, où le gouvernement iranien actuel survit et où les frappes de décapitation qui ont eu lieu n'ont pas éliminé les plus hauts niveaux de la direction, mais plutôt des responsables militaires de haut et de moyen rang, chaque jour de survie supplémentaire leur a permis de comprendre comment contrer cette offensive et aussi comment reconstituer leur rang. Je veux dire, l'une des erreurs commises par les Israéliens et les États-Unis a été de penser qu'en ciblant simplement les hauts responsables militaires, ainsi que les principaux scientifiques travaillant sur ces programmes nucléaires, ils pourraient ainsi mettre fin aux deux. Que les militaires déserteraient, que les scientifiques, tout le monde s'enfuirait, que tout serait terminé, puis que les gens se lèveraient, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas le cas. En réalité, les rangs militaires ont simplement été renouvelés par de jeunes officiers qui avaient encore de longues années de formation derrière eux et qui s'entraînaient précisément pour ce genre de situation. Et comme plusieurs personnes l'ont souligné sur Internet, la stratégie militaire de l'Iran n'est pas axée sur l'assaut. Elle est axée sur la défense. Elle est axée sur la résilience, précisément pour ce type de scénario d'attaque. Exactly this kind of case of attack. We know that the Israelis now also tried to use. Nous savons que les Israéliens ont également tenté d'utiliser massivement la guerre psychologique, notamment sur Twitter, mais aussi par des moyens directs, en appelant au moins 20 généraux iraniens de différents camps et branches de l'armée, et en les menaçant, affirmant qu'ils tueraient eux, leurs épouses et leurs enfants, s'ils n'enregistraient pas immédiatement des vidéos déclarant qu'ils fuiraient le pays ou prêteraient allégeance à un gouvernement successeur. Cette approche a échoué. Aucun de ces généraux n'a effectivement enregistré de telles vidéos. Mais il y a eu une tentative très, très sérieuse et planifiée de créer une situation dans laquelle l'État iranien, les piliers du gouvernement, en particulier l'armée, s'effondrerait. Et cela ne s'est pas produit. Ce à quoi cela a mené, avec le temps, c'est à un sentiment de désespoir du côté israélien, n'est-ce pas?
With desperation on the Israeli side, right? Because the attacks from Iran that Parce que les attaques de l'Iran, qui ont traversé leur défense aérienne, continuaient. Et même si les Israéliens affirmaient pouvoir intercepter la plupart des menaces, qu'ils avaient un plan, et que des évacuations étaient en cours, on pouvait clairement voir qu'Israël souffrait pour la première fois depuis le début du génocide contre Gaza, qu'une partie de leur population commençait à sérieusement souffrir. Et il n'y a aucun signe positif d'amélioration si cette offensive se poursuit. Et rien n'indique que les Israéliens ou les Américains seraient capables de neutraliser rapidement les capacités de missiles iraniennes. Bien qu'une partie du stock de missiles soit en train de s'épuiser, il s'épuise beaucoup plus vite du côté israélien, ce qui constitue un véritable problème stratégique et une vulnérabilité majeure. Alors, qu'apprenons-nous de cet épisode? Nous apprenons, d'une part, que ni le dôme de fer israélien, ni les autres systèmes de défense dont ils disposent ne sont impénétrables. En réalité, ils sont même relativement faibles. Nous en savions déjà une partie auparavant. Nous ne savions simplement pas jusqu'où une attaque concertée de la part de l'Iran pouvait aller. Par concertée, j'entends une attaque structurée avec de nombreux missiles, des tirs de missiles, etc. Nous ne savions pas ce qui serait réellement possible, mais il s'avère qu'apparemment beaucoup de choses le sont. L'Iran est capable de frapper presque n'importe quelle cible qu'il vise sérieusement, y compris le QG du Mossad et ses infrastructures, à volonté. Donc, si les Iraniens décident que quelque chose sera touché, alors s'ils utilisent suffisamment de missiles, ils finiront par passer. Point final. Il n'y a rien que les Israéliens puissent faire contre cela. D'un autre côté, c'est également vrai pour l'Iran. En gros, toutes les infrastructures qu'ils possèdent en surface peuvent être ciblées par les Israéliens et les Américains avec leur système. Même l'espace aérien iranien semble apparemment assez facile à pénétrer, même avec des avions de chasse et ses bombardiers B-2, que les États-Unis ont alors commencé à utiliser du samedi soir au dimanche soir au-dessus de l'Iran et avec lesquels ils ont réussi à frapper les sites nucléaires. Maintenant, il semble également clair que les sites nucléaires n'ont pas été détruits, du moins pas complètement. Il y a eu des dégâts. Mais même les bombes anti-bunker des États-Unis n'ont apparemment pas pu causer de dégâts complets. Je dois également dire qu'une partie de la raison pour laquelle les gens pensent que tout cela n'était qu'une grande mise en scène, c'est parce que nous avons appris maintenant que les Iraniens auraient pu évacuer les centrifugeuses et le matériel fissile qu'ils avaient à Fordo, car la rumeur veut qu'ils aient été prévenus à l'avance de l'arrivée de ces frappes. Dans le même temps, les Américains ont pu évacuer leur base au Qatar et calibrer leur système de défense, car les Iraniens les auraient apparemment avertis qu'ils attaqueraient cette base, et que cela faisait partie d'une riposte calculée pour sauver la face et ensuite pouvoir désamorcer les hostilités. C'est, encore une fois, pourquoi les gens considèrent cela comme du théâtre. Mais ce résultat, cette conclusion de l'épisode, je pense qu'elle n'était pas prévue au départ. Je crois qu'au moins, durant la première semaine de l'assaut, l'idée était de renverser rapidement le gouvernement. Puis, quand cela n'a pas eu lieu, la nervosité a commencé à monter à la fois à Tel Aviv et à Washington. Et à un certain moment, différentes options ont été envisagées. L'une de ces options était une désescalade calculée et permettant de sauver la face, ce qui est apparemment ce qui s'est produit. L'attaque contre Fordo et l'utilisation de bombes anti-bunker en faisaient-elles toujours partie? Encore une fois, je pense qu'au final, oui. Cela faisait partie de la mise en scène, du drame de l'ensemble, mais pas dès le début. Je ne pense pas que les Américains aient essayé d'utiliser des bombes anti-bunker pour détruire ces installations, en sachant que ce serait impossible. Mais je pense qu'ils voulaient tenter le coup
et voir ce qui se passerait. Possible, but I think they wanted to try and wanted to see what would happen. And when it became clear that these strikes would not, Et lorsqu'il est devenu évident que ces frappes n'allaient pas aboutir à une destruction totale, ni à une victoire éclatante et immédiate sur le plan de la communication, ils ont fabriqué une victoire médiatique et ont tenté de présenter cette attaque sous l'angle le plus favorable possible pour eux, y compris, bien sûr, la propagande, selon laquelle des bombardiers B-2 auraient décollé des États-Unis, survolé l'Iran, frappé précisément la cible visée, puis seraient rentrés. Ainsi, l'Iran doit comprendre que personne ne s'en prend aux Américains. Les Américains font ce qu'ils veulent. De plus, tout le soutien diplomatique que les États-Unis et Israël ont reçu pour leurs attaques hautement illégales contre un État membre de l'ONU, tout cela fait partie du récit de réussite que l'Occident tente désormais de mettre en avant. Mais cela reste, en termes de stratégie globale, un échec, car ça n'a pas abouti au changement de régime ultime. Et en ce sens, c'était un test très fort pour l'Iran et ses capacités. C'est un test dont, du moins pour l'instant, les Iraniens sortent indemnes. Il est également clair, cependant, que ce n'est pas la dernière chose que l'on verra en matière d'engagement militaire entre les États-Unis et Israël, d'un côté, et l'Iran de l'autre. D'une certaine manière, c'est la poursuite d'une escalade progressive des États-Unis contre l'Iran. N'oublions pas qu'au début de 2020, les Américains, Donald Trump, ont tué le plus haut général des gardiens de la Révolution, M. Soleimani, alors qu'il se trouvait à Bagdad. Les Israéliens ont frappé à l'intérieur de l'Iran et tué un dirigeant du Hamas, qui était un invité d'État au moment de l'investiture du nouveau président iranien, M. Raisi. C'était une attaque. Les Israéliens continuent de tuer des personnes à l'intérieur de l'Iran. Ils continuent d'utiliser des activités clandestines pour assassiner des scientifiques. Ils font cela en permanence. Donc l'Iran est attaqué. L'Iran est attaqué depuis longtemps. Mais le niveau de violence est resté relativement bas. Maintenant, encore une fois, au cours des dernières années, les Israéliens et les Américains ont réussi à éliminer de nombreux alliés de l'Iran dans la région. Bien sûr, dans les médias, on les appelle généralement des proxys, car le mot proxy est réservé à l'Iran et au côté maléfique du monde, tandis que le mot allié est réservé aux États-Unis et à leurs amis. Il n'en demeure pas moins que l'Iran a perdu un certain nombre de ses alliés dans la région, et que c'était maintenant un moment où Israël s'est senti enhardi à tenter d'éliminer le plus important, le boss final, pour ainsi dire, dans ce jeu très complexe. Mavesli Vawadou. But the Iran prevailed, but that's not to say that they won't try again. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas à nouveau. Ils essaieront probablement encore, car c'est une autre chose que nous apprenons en ce moment. Je veux dire, lorsqu'il s'agit de la bellicosité occidentale contre des États qu'ils n'aiment pas, et à propos desquels ils ont déjà construit un très beau récit sur leur prétendue méchanceté, alors rien ne les arrêtera. Nous avons le droit international, nous avons les Nations Unies, et nous avons tous ces principes. Mais tous ces principes ne comptent plus du tout lorsque l'Occident décide de procéder à un changement de régime ou d'imposer sa volonté aux autres. Ces gens recherchent une domination absolue, et dans cette quête, ils rejettent tous les principes qu'ils auraient pu établir auparavant. Et nous voyons, je veux dire, le meilleur exemple de cela vient de l'Europe. Je pense que la France est la seule qui n'était pas très satisfaite que les États-Unis attaquent, puis attaquent directement, et tous les autres, vous savez, y compris surtout les Allemands, ont applaudi cela. Olaf Scholz, non, pas Olaf Scholz, pardon, Friedrich Merz, le nouveau chancelier d'Allemagne, a utilisé ce slogan désormais tristement célèbre, selon lequel Israël fait notre sale boulot. C'est très important que quelqu'un fasse le sale boulot à notre place. Et c'est juste, le manque d'honnêteté est horrible. Mais cela signifie aussi que l'Occident est prêt à jeter de tels principes.
l'Occident est prêt à jeter certains des traités internationaux les plus importants et fondamentaux que nous ayons. Je ne parle pas seulement de la Charte des Nations Unies. Je parle aussi, bien sûr, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui régule et a été plus ou moins efficace depuis 1968 pour empêcher un grand nombre d'États d'acquérir la bombe nucléaire, des capacités de frappe nucléaire. Nous vivons encore aujourd'hui dans un monde où seuls 9 États possèdent l'arme nucléaire, et c'est en grande partie grâce au succès du TNP. 5 États les possèdent légalement selon le TNP. Les 5 possédants, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et puis il y a 4 États qui les ont acquises plus tard, en violation des règles du TNP, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, et bien sûr, celui qui ne l'a jamais vraiment admis, mais dont tout le monde sait qu'il les possède, à savoir Israël. Et le fait qu'aujourd'hui, Israël et les États-Unis, 2 puissances nucléaires, aient attaqué un État non doté de l'arme nucléaire, s'inscrit dans la situation mondiale actuelle, où la Russie a également violé les frontières d'un État non nucléaire, l'Ukraine. Nous voyons désormais le régime de non-prolifération, tel qu'il existe, et la promesse qu'il représente, s'effondrer sous nos yeux. Cela ne se produit pas seulement dans le cas de la Russie contre l'Ukraine, avec de nombreuses condamnations de la part des Européens, mais dès que la situation s'inverse, tous les Européens, tous, y compris les Australiens et les Canadiens, disent non, cela ne pose aucun problème. C'est bien. Cette fois, 2 États dotés de l'arme nucléaire attaquent un État non doté de l'arme nucléaire. Nous aimons ça. C'est sympa. Cela envoie évidemment un message très clair au reste du monde du genre « Ah bon, ce TNP, ce truc de non-prolifération ici, ça ne sert à rien. » De plus, le fait est que vous savez, la Corée du Nord a obtenu l'arme nucléaire et n'a pas été attaquée par un État doté de l'arme nucléaire. Le Pakistan et l'Inde, les seuls à avoir jamais envisagé de s'attaquer, étaient l'un l'autre. Donc ce sont des États dotés de l'arme nucléaire. Cela envoie un message très précaire, et un message que moi-même, en tant que pacifiste, réaliste, convaincu, vraiment convaincu, vous savez, je ne veux pas soutenir. Mais cela ne me laisse qu'une seule conclusion, à savoir, si vous voulez une véritable sécurité et une véritable dissuasion, alors, eh bien, les armes nucléaires semblent en quelque sorte être une condition préalable à cela, parce que le dispositif diplomatique que nous avons, avec les traités et la pression des pairs pour ne pas faire certaines choses, s'effondre au moment où l'une des grandes puissances décide réellement de s'en prendre à une plus petite. Ainsi, les États les plus faibles du système, et l'Iran ici, était clairement le plus faible, ne sont pas protégés par ces accords. Pas du tout. Maintenant, il se passe aussi une chose, bien sûr, c'est que le stock de ce matériau nucléaire fissile, plusieurs centaines de kilos d'uranium, nous ne savons pas où il se trouve, où les Iraniens l'ont mis. Nous savons simplement qu'ils sont toujours présents et que les capacités ainsi que le savoir-faire pour fabriquer ces armes existent toujours en Iran. Et bien qu'il y ait eu une politique interne très claire en Iran de ne pas développer ces armes, je pense qu'ils vont sérieusement reconsidérer leur politique à ce sujet, et ils devraient le faire, car il semble que leur approche n'ait pas fonctionné. Toute l'idée de maintenir la menace d'une bombe à l'avenir, même si leur politique ne permet pas de la posséder, n'a pas fonctionné. Cela n'a pas dissuadé les États-Unis. Au contraire, cela a donné aux États-Unis et à Israël un prétexte pour rallier tout le monde derrière eux afin de mener cette attaque. Cela soulève donc la question. Tout d'abord, l'épisode est-il terminé? L'épisode est terminé pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir une pause, parce que toutes les parties
en ont réellement besoin pour différentes raisons. Israël doit reconstituer ses capacités, l'Iran aussi, et les États-Unis également. Il y a de bonnes raisons pour que Donald Trump veuille calmer la situation. L'une d'elles, bien sûr, est que sa base MAGA se fracture et il ne veut pas complètement abandonner l'image qu'il a construite. D'un autre côté, ce que Brian Berletic appelle la continuité de l'agenda. Les États-Unis allant dans une seule direction, et une seule. Cette trajectoire n'a pas changé. Donc peut-être que le calendrier a changé, mais probablement pas la trajectoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'Israël et les États-Unis tentent à nouveau quelque chose de ce genre, et cela pourrait arriver plus tôt que prévu, car ils sont désormais conscients des capacités militaires dont disposent les Iraniens s'ils s'en donnent les moyens. Et nous savons qu'Israël, auparavant, avec son voisinage immédiat, avait une politique de frapper tout le monde, puis de s'arrêter, puis de frapper à nouveau, et de s'arrêter. Et ils appelaient cela « tondre la pelouse » lorsqu'il s'agissait des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, c'est-à-dire tenter sporadiquement de décimer, encore une fois, les capacités de ceux qu'ils perçoivent comme leurs ennemis immédiats. Donc, cela ne me surprendrait pas du tout. En fait, c'est plutôt ce à quoi je m'attends, qu'ils essaient d'appliquer cela aussi à l'Iran. Et n'oublions pas, les Israéliens ont également une très longue histoire de rupture de leur propre cessez-le-feu. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'Iran, ils y réfléchiront probablement à 2 fois, car l'Iran a clairement fait savoir qu'il riposterait. Il n'acceptera pas des choses comme ce que les Syriens ont dû accepter, où Israël, de façon sporadique, tous les 2 ou 3 mois, bombarde à nouveau les pistes et les bâtiments de l'aéroport de Damas. Ils ont fait cela, tout simplement, parce qu'ils le pouvaient, et il n'y avait rien que la Syrie puisse faire à ce sujet. Les Israéliens ont donc essayé sporadiquement d'éliminer une partie des infrastructures dont les Syriens auraient eu besoin pour se développer, simplement parce qu'ils en avaient la capacité. Et il n'y avait personne en Occident pour les arrêter, et personne d'assez puissant pour soutenir les Syriens afin d'y mettre fin. Maintenant, les Iraniens ont essayé très fort de faire comprendre que militairement, cela ne réussirait pas avec eux. Mais les Israéliens ont aussi l'habitude de recourir à toutes sortes d'opérations clandestines. Et une autre chose que nous avons constatée, c'est bien sûr que l'Iran est très mauvais pour agir contre les opérations clandestines. Très mauvais pour démanteler les cellules dormantes à l'intérieur de l'Iran. La capacité des Israéliens à subvertir les structures iraniennes, à espionner les Iraniens, à savoir où se trouvent les généraux et à cibler les scientifiques, etc. Toutes ces compétences sont du côté des Israéliens et ils les utilisent pour infliger un maximum de dégâts tout en assurant une protection maximale avec des éléments de surprise. C'est quelque chose dont l'Iran devra se préoccuper 24 heures sur 24, 365 jours par an à partir de maintenant. Ils doivent trouver un moyen de démanteler cela et de rendre leur propre communication beaucoup plus sûre. Donc, épisode terminé pour l'instant. Guerre certainement pas. Ce n'est que la fin d'une bataille. La prochaine arrivera parce que nous savons que les États-Unis et Israël sont déterminés à détruire l'Iran. Ce qui est, encore une fois, tellement ironique, car la raison, surtout invoquée par les gens en Occident et en Europe pour justifier cela, est qu'ils disent qu'il est normal d'agir ainsi, parce que l'Iran scande « mort à Israël » et « mort à l'Amérique ». Alors qu'il est parfaitement clair que ce sont eux qui cherchent à éradiquer l'Iran, et que cela fait partie de leurs objectifs à long terme. Et je n'ai pas besoin de rappeler tous les signes que nous avons eus, avec tous les plans élaborés par les néoconservateurs pour bombarder le Moyen-Orient. 7 pays en 5 ans, et ainsi de suite, dont le dernier est bien sûr l'Iran. Mais maintenant, il semble que le dernier obstacle soit celui où il se heurte à un mur, du moins pour l'instant.
Mais encore une fois, si le changement de régime en Iran n'a pas lieu en 2025, il pourrait se produire en 2026, 2027 ou 2028. Et il est absolument clair que certains des planificateurs et cerveaux derrière ce genre de manœuvres néfastes, tant à Washington qu'à Tel Aviv, travaillent déjà sur le prochain épisode. Mais au moins pour une courte période, il semble y avoir un cessez-le-feu. Quelles en sont les conséquences? Encore une fois, l'une des conséquences est assurément que le TNP est désormais en grand danger, voire en phase terminale. Je ne vois pas comment un État plus ou moins raisonnable et rationnel ne pourrait pas considérer cela comme un signal très important pour repenser sa doctrine nucléaire. Nous constatons également que cela entraîne indéniablement plus d'insécurité dans le système, que certaines des hypothèses clés que nous avions depuis la fin de la guerre froide sont à nouveau remises en cause et en danger. Et ce n'est pas seulement, comme les Européens veulent le dire, à cause de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. C'est désormais aussi à cause de l'attaque de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran. C'est simplement plus d'instabilité, plus de raisons de s'inquiéter de ce que des États voyous comme les États-Unis sont capables et prêts à faire pour atteindre leurs objectifs. Même si ces objectifs sont stupides, hors de portée, ou, encore une fois, cette manière malhonnête de communiquer sur ce que l'on est réellement. Cela doit inquiéter tout le monde, et ce sera le cas. Nous voyons que cet épisode a provoqué de nouvelles fractures. Dans la manière dont différents pays perçoivent les autres, on constate que le Japon et la Corée du Sud, les plus hauts dirigeants, le Premier ministre du Japon et le président de la Corée du Sud, ont annulé leur participation au sommet de l'OTAN actuellement en cours aux Pays-Bas. Apparemment, ils ont des raisons de ne pas vouloir être soumis à la pression d'augmenter leurs dépenses de défense à 5%. Tous deux étaient mécontents de l'attaque américaine contre l'Iran. Ils ne sont pas en phase avec le reste de l'Occident collectif concernant cette attaque. C'est donc un nouvel élément. Globalement, je pense que l'on peut s'attendre à ce que plusieurs pays réévaluent la manière dont ils souhaitent interagir avec ces systèmes d'alliance, car on voit bien comment ils exercent des pressions. Nous le voyons en ce moment même. L'OTAN travaille à imposer une dépense de 5% du PIB pour la défense à l'ensemble de l'Alliance. Et cela inquiète les pays, surtout dans le contexte de ce que nous avons observé, à savoir ce que les États-Unis semblent vouloir atteindre pour leurs propres objectifs stratégiques, même si ces objectifs n'ont rien à voir avec les intérêts européens. Malgré le fait que tous les dirigeants européens se soient ralliés derrière le drapeau américain et aient apporté leur soutien, il est absolument évident qu'une nouvelle guerre du Golfe au Moyen-Orient aurait des effets dévastateurs pour les Européens. Cela est particulièrement clair à un niveau plus bas, je veux dire pour le grand public. Mais c'est pourtant une chose à laquelle la direction actuelle, vraiment déplorable, de l'Europe continue d'adhérer. D'autres conséquences sont que nous verrons probablement une coordination plus étroite entre l'Iran, la Russie et la Chine, c'est certain. Nous savons qu'avant cet épisode, ce sont les Iraniens qui ont dit « non merci » à une alliance militaire forte avec les Russes. Même si les Russes ont proposé un pacte de défense mutuelle, ce sont les Iraniens qui ont refusé. Cela a soulevé des questions sur la sagesse de cette décision et sur les raisons qui l'ont motivée. Pour moi, il est clair que les Iraniens ne font confiance à personne, ce qui est en réalité une approche très saine des relations internationales. Malgré une bonne relation avec la Russie, les Iraniens n'ont pas oublié que c'est l'Union soviétique qui, en 1942-43, les a envahis alors que l'Iran était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été accusé d'être trop proche des Allemands, Thoraki Wasdix contre soviétique et les Britanniques.
and the Brits together, right? It was Britain and the Soviet Union who did that. Ce sont la Grande-Bretagne et l'Union soviétique qui ont fait cela. C'est quelque chose qui semble encore persister dans la mémoire aujourd'hui. Il y a d'autres souvenirs plus récents où la relation avec la Russie n'était pas brillante. L'Iran est donc très conscient que les relations internationales connaissent des hauts et des bas, et qu'au final, la seule chose à laquelle on peut vraiment se fier, ce sont ses propres ressources. Jusqu'à présent, la stratégie a été de coopérer avec la Russie et la Chine, mais sans véritable pacte de défense mutuelle solide. Il pourrait maintenant reconsidérer cette option par pure nécessité. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de conclure un pacte de défense mutuelle, mais cela pourrait devenir une nécessité pour les Iraniens s'ils estiment que cela pourrait améliorer leur position sécuritaire vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Car s'ils essayent à nouveau, il faudra alors une forme de Une bombe nucléaire peut constituer un moyen de dissuasion. Davantage de missiles peuvent en être un aussi. Mais un accord de défense militaire avec la Russie pourrait également représenter un autre moyen de dissuasion, n'est-ce pas? Ils vont donc réfléchir en ces termes pour renforcer leur capacité de dissuasion, car c'est exactement dans cette logique que résonne l'Occident. Et à ce stade, il est clair que les Iraniens ont démontré qu'ils comprennent la nécessité de répondre à ce genre de bellicisme par des capacités de leur propre côté. Cependant, en gardant à l'esprit que les Iraniens ont jusqu'à présent réussi à développer leur propre capacité de défense indigène, on peut s'attendre à ce qu'ils cherchent à poursuivre ces efforts aussi rapidement que possible. Mais le changement de politique étrangère envers la Russie, et peut-être, par nécessité, une intégration plus poussée, pourrait très bien être envisagé. Nous avons vu que les Iraniens, avant de riposter, ont immédiatement consulté les Russes lorsque les Américains les ont effectivement attaqués. Il existe un niveau de confiance assez élevé entre Téhéran et Moscou, du moins en ce qui concerne l'escalade et la recherche de conseils mutuels. Je serais surpris si quelque chose de similaire n'était pas également en cours avec la Chine, même s'il est difficile de prédire exactement de quoi il s'agira. Mais il serait logique que peut-être pas une alliance militaire, mais une coopération accrue soit une conséquence immédiate de cet épisode. De plus, l'Iran a désormais recueilli beaucoup de données très précieuses. Des données que je suis presque certain que les Russes et les Chinois aimeraient obtenir, concernant ce que ces systèmes américains étaient capables de faire, ce que l'Iran a pu détecter, avec quel type de technologie de leur côté ils ont pu le faire, ce qui a pu être intercepté, ce qui ne l'a pas été, quelles technologies ont fonctionné et lesquelles n'ont pas fonctionné. Je suis à peu près sûr qu'il y a un grand intérêt de la part de la Chine et de la Russie pour en savoir plus à ce sujet, et probablement une volonté de l'Iran de s'engager dans de telles discussions s'ils peuvent obtenir quelque chose en retour de la part de ces deux superpuissances. Donc, globalement, cela rend tout le monde moins en sécurité. C'était un moment horrible. J'espère vraiment que la crise immédiate est terminée. Je ne pense pas que la guerre soit terminée. Je pense que cesser le feu est la bonne façon de le dire. C'est très triste à dire. Mais je ne vois aucune raison de croire que le conflit structurel qu'Israël et les États-Unis veulent avec l'Iran et veulent avec la Russie et la Chine soit terminé. Nous avons tous compris maintenant que même si Donald Trump était sincère, ou est sincère, dans sa volonté de désescalade, le système de guerre et de va-t-en-guerre des États-Unis, avec toutes les différentes manières dont il fonctionne, à travers le complexe militaro-industriel, la propagande médiatique, le lobby israélien. Tous ces éléments créent une pression constante vers plus de guerre, et les Européens sont totalement intégrés dans ce système.
Ils ne constituent pas une partie distincte. Ils font partie intégrante de ce système qui pousse ensuite à des solutions militaires pour des problèmes diplomatiques, lesquels devraient être traités à un tout autre niveau. Mais c'est malheureusement le système que l'Occident collectif, a construit. Et ce système est extrêmement résilient. Pour la Russie, la Chine, l'Iran, et ainsi de suite. La question sera toujours de savoir comment interagir avec ce système de violence de masse et de guerre. Mais pour l'instant, je pense que ce que nous voyons, c'est au moins la capacité, encore une fois, la capacité de la Russie à résister à cette guerre par procuration ou à la guerre de coalition qui lui a été menée. Nous voyons maintenant la capacité de l'Iran à au moins repousser cette première attaque de très grande ampleur. Pas la première attaque en soi, mais la première à ce niveau de violence. Nous verrons si l'Occident en tire réellement des leçons, à savoir qu'il ne devrait pas essayer de la répéter ou de tenter la même chose avec la Chine. Mais l'Occident, ce système de violence de masse, a malheureusement un très mauvais bilan en matière d'apprentissage de ses erreurs. Car, et je l'ai déjà souligné dans d'autres épisodes, la victoire n'est pas nécessairement l'objectif. Semer le chaos et infliger des souffrances à l'adversaire constitue déjà une forme de victoire. C'est quelque chose qu'ils cherchent à obtenir, même si cela leur coûte à eux-mêmes. Le système est donc conçu pour infliger des souffrances aux autres, pas forcément pour obtenir une victoire totale. Et comme le dit John Mearsheimer, les États-Unis s'engagent sans cesse dans ces aventures, et Israël fait de même, sans véritable théorie de la victoire, car la victoire n'est pas nécessairement ce que produit ce système. Le système engendre la violence. La violence fait en soi partie des objectifs de ce que fait le système. Et c'est là le défi auquel la partie civilisée du monde, les Russes, les Chinois, les Iraniens, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Sud global, la partie civilisée du monde, le Sud global, est confrontée. Ils doivent d'une manière ou d'une autre trouver un moyen d'empêcher ce système occidental de malheur de semer le chaos dès le départ. C'est une tâche immense, et en ce sens, cela a échoué car le système a déjà produit de la violence et causé la mort de 900 à 1000 personnes en Iran, ce que, encore une fois, le système considérera comme une petite victoire. Vous savez, c'est comme « tant mieux pour nous ». C'est bien sûr horrible pour l'humanité, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Si autre chose me vient à l'esprit, je ferai une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.